Quand on pense aux artistes de la Révolution et de l'Empire, le premier nom qui vient en tête est celui de Jacques-Louis David, connu pour avoir réalisé une toile immortalisant le serment du jeu de paume. On pourrait croire qu'il a su se rendre célèbre à une époque où l'on glorifiait le patriotisme et le nationalisme en jouant sur ce sentiment dans ses toiles, mais en réalité, son succès est pour beaucoup dû à son engagement dans le monde politique de la Révolution. Tout au long de sa carrière, il contribua au régime révolutionnaire, comme en attestent des sources lui attribuant la paternité du pavillon national de la marine, devenu par la suite notre drapeau tricolore, ou encore ses toiles commémorant des événements clés de la Révolution. Les toiles de David jouaient ainsi le rôle de véritable promotion du régime révolutionnaire, voire même celui d'outil de propagande. Dans les années qui suivirent la prise de la Bastille, David se fit de plus en plus présent en politique, se radicalisant dans ses opinions et laissant même son art de côté. Sa femme le quitte une première fois et se retire au couvent au début des années 1790, lorsqu'il devient le 20e député de la Convention nationale, puis elle entame une procédure de divorce lorsque celui-ci vota pour la mort du roi Louis XVI. Par la suite, David officialise son rôle de propagandiste lorsqu'il est choisi par le comité d'instruction publique pour s'occuper de la propagande du régime. Heureusement, il profite tout de même de ce statut nouvellement acquis pour lancer des actions bénéfiques, comme un inventaire des trésors nationaux. C'est à cette époque qu'il réalise le tableau de la mort de Marat, qu'il dépeint comme la victime presque innocente de Charlotte Corday, alors que le journaliste était celui qui, en inscrivant des noms dans son journal, envoyait qui il le souhaitait à la guillotine, mais aussi celui de Michel Le Peletier, mort pour avoir voté l'exécution de Louis XVI, ou encore celui du jeune Barras, un adolescent de 14 ans, mort sous les balles des Vendéens, en ayant crié « Vive la République » au lieu de « Vive le roi ». Ces trois toiles firent de ces trois hommes de véritables martyrs de la Révolution, et elles consacrèrent l'engagement de David dans le gouvernement de la Terreur. Il devient le président de la section des interrogatoires du Comité de Sûreté Générale en 1793 et témoignera lors du procès de la reine Marie-Antoinette, réalisant même un croquis de celle-ci alors qu'elle se rendait à l'échafaud. Après son divorce, David s'isole progressivement de ceux qui étaient autrefois ses compagnons. Il laisse ainsi les tribunaux révolutionnaires exécuter André Chénier, auparavant l'un de ses plus proches amis et qui l'avait inspiré pour les traits de Socrate, mais également Antoine Lavoisier, qui lui avait confié la réalisation d'un de ses tableaux les plus célèbres, le représentant en compagnie de sa femme. Après la Terreur, David est emprisonné pendant quelque temps, puis, pris d'admiration pour le jeune Bonaparte devenu empereur, il réalisera les toiles les plus célèbres ayant immortalisé le règne de Napoléon. Lors de la Restauration, David finit par s'exiler, de peur des représailles liées à son statut de révolutionnaire, avant de mourir à Bruxelles en 1825. Toute sa vie, David aura été le témoin de la Révolution française, mais il fut aussi, malgré lui, le symptôme d'une époque où l'engagement politique se devait absolu, quitte à renier les valeurs d'une personne ou sa liberté artistique. Bien que la Révolution soit assimilée à des événements positifs de l'histoire de France, comme la création de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore l'abolition des privilèges ayant permis de poser les bases de la République française, nous savons aujourd'hui que celle-ci reste également l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de notre pays. La France est alors sous la domination d'hommes froids et calculateurs, comme Maximilien de Robespierre, qui plonge les citoyens dans la crainte et l'horreur d'une époque que l'on nomme depuis la Terreur. Le député montagnard Georges Danton s'oppose en tout point à Robespierre par sa personnalité et dans une partie de ses opinions, et fut également l'un des hommes forts de cette période. Le destin de Danton fut à un moment donné lié à celui d'un jeune sculpteur sourd-muet, Claude-André Dessènes, dont la seule gloire était d'avoir réalisé quelques bustes de personnages révolutionnaires, comme Marat, Mirabeau, ou encore 2 bustes de Robespierre. Jusqu'au jour où, connaissant son talent, et profitant sans doute également du fait qu'il était sourd-muet, Danton, que certains décrivent comme un politicien arriviste et d'autres comme un homme dévoué et sensible, fit appel à ses talents pour une mission des plus insolites. Revenu à Paris après le décès de sa femme Antoinette en couche, Danton sollicita en pleine nuit l'aide du sculpteur et du gardien du cimetière Sainte-Catherine où elle était enterrée, afin d'exhumer son corps, qu'il couvrit de baisers, la priant de lui pardonner pour ses nombreuses inconstances sexuelles. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Danton sollicita l'aide du sculpteur pour réaliser un buste mortuaire de la morte afin d'en conserver un souvenir, et ce buste fut exposé la même année.
Un scandale éclata bien évidemment, que Danton parvint rapidement à étouffer, mais aux yeux de ses contemporains, cette histoire illustra aussi bien toute la complexité que toute la bizarrerie, selon certains, de ce personnage politique. 4 mois plus tard, il se remaria avec la jeune Louise Gély, âgée de 16 ans et qui s'occupait de leurs enfants, avant de décéder peu de temps après. On peut aujourd'hui admirer le buste d'Antoinette morte au musée de Troyes, comme un témoignage d'une époque où l'amour n'a malgré tout pas cessé d'exister. L'acteur Charles de la Bussière avait acquis une petite notoriété dans le Paris pré-révolutionnaire pour ses rôles de niais dans des pièces comiques. Son nom aurait pu être celui d'un artiste à la carrière fulgurante, qui finit ses jours oublié de tous à l'asile de Charenton, mais pourtant, la Révolution transforma cet homme en véritable héros. La première fois qu'il fit parler de lui durant les événements de 1789 sembla confirmer son statut d'idiot du village, puisqu'il soutint bec et ongle devant une assemblée une motion visant à envoyer une députation au roi afin que celui-ci fasse entrer 12 000 hommes dans Paris afin d'y rétablir l'ordre. Immédiatement pendu à une lanterne et retrouvé dans un piteux état avant d'être envoyé en prison, cette affaire cocasse avait fait de lui la risée du tout Paris. Pourtant, Charles de la Bussière fit bientôt preuve d'un sang-froid que personne n'aurait pu soupçonner sous ses airs de bêta. Le 10 août 1792, le peuple prit d'assaut des Tuileries, marquant la fin de la très courte monarchie constitutionnelle et le début de la terreur. Ce jour-là, la Bussière prépare une opération commando permettant l'évasion d'un des généraux de Louis XV en le cachant dans les caves des Tuileries. Il parvint à se racheter aux yeux des révolutionnaires en rejoignant le très redouté Comité de salut public mis en place en 1793 et le Comité de sûreté générale, les 2 principaux organes exécutifs de la terreur et qui régissaient la police et la justice. Il y fut embauché au bureau de police créé par Saint-Just, au 2e étage des Tuileries, sur le simple fait qu'il avait une bonne orthographe et qu'il présentait bien. C'est alors que la Bussière découvrit avec horreur les exécutions de masse planifiées et qu'il décida d'agir pour sauver le plus de vies possible. Le soir, une fois son travail terminé, il se rendait au bain de Pierre Vigier, installé près du pont Royal, sur la Seine, et c'est là qu'il détruisait les pièces d'accusation d'un certain nombre de dossiers qui lui passaient entre les mains en les jetant dans le fleuve. Pris dans les chiffres, le chef de bureau de la Bussière ne remarqua jamais la disparition des 1153 dossiers qu'il détruisit, parmi lesquels se trouvaient la nièce de Bouffon, l'anthropologiste Volney, ou encore le vicomte de Ségur, qui s'était trouvé dans la même geôle que Chénier et avait écrit une romance pour Garat, ou encore l'oncle de Talleyrand. Une fois les pièces du dossier détruites, les prévenus étaient oubliés, personne ne se souvenant d'eux parmi les milliers de prisonniers du régime, ce qui leur permettait d'échapper à l'échafaud. Après la chute de Robespierre, la Bussière put enfin œuvrer au grand jour, afin de libérer encore des centaines d'innocents qui croupissaient dans les prisons de la capitale. Mais, malgré des mémoires qu'il rédigea à la fin de sa vie, son rôle majeur, qui permit de sauver la vie de milliers d'innocents, ne fut jamais reconnu par ses contemporains. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie et vous retrouve très bientôt pour le dernier volet de cette série consacrée aux artistes de la Révolution.